Bon, merci d'être venu. Alors, donc c'est moi qui interviens. Anthony va passer quelques diapositives que j'ai amenées avec moi, quelques images. Moi j'ai pas de PowerPoint, je vous parle comme ça. Suite à mon expérience dans ce pays qui est la Roumanie, ça fait depuis la chute de Ceausescu que j'y traîne mes bottes très régulièrement, surtout dans le delta du Danube, mais aussi dans les Carpates. Et si vous voulez, donc je vais vous parler de ça. J'ai intitulé mon exposé « La Roumanie est-elle encore une terre d'accueil pour les grands prédateurs ?» On peut se poser la question parce que, si vous voulez, vu de notre côté occidental, à l'époque où il y avait le rideau de fer, on pensait que les pays satellites de l'ex-Union soviétique ou l'Union soviétique étaient des pays où il y avait une très forte densité de grands prédateurs, ce qui n'est pas faux. Dans le sens où, si vous voulez, avant la chute du mur, il y avait tant au niveau social qu'au niveau culturel, tout ce que vous voulez, il y avait une réelle faune sauvage qui se développait sans trop de problèmes, liés à des facteurs essentiellement de chasse, entre autres, puisqu'il n'y en avait pratiquement pas. C'était le cas en Roumanie. Ce qui se passait en Roumanie, c'est que pendant tout le règne de Ceausescu, tout ce qui était arme à feu était interdit. On sait bien pourquoi. Tout le monde espionnait tout le monde, y compris dans les familles, au sein des mêmes familles. Et donc un type qui s'amusait à tirer un lynx, un loup ou un ours était immédiatement arrêté et ça pouvait lui coûter très très cher. Pourquoi ça? Parce que tout ce qui était grande faune en Roumanie était réservé aux apparatchiks du régime, à Ceausescu lui-même, puisqu'il avait dans la région de Baia Mare, la région située la plus au nord dans ce secteur, dans la région de Baia Mare, la région de Tuchaeva et la région du Maramuresh, comme on l'appelle, il avait une chasse de 40 000 hectares qui était entièrement clôturée, dans laquelle il y avait une très forte population d'ours. Et son plaisir quand il recevait un geste qu'il faisait systématiquement quand il recevait des personnalités étrangères, notamment les chefs d'État, c'était le cas de Valéry Giscard d'Estaing, c'était de lui faire tirer un ours ou un trophée majestueux. Ça m'est même arrivé à moi après la chute de Ceausescu. Je suis allé dans son mirador particulier à Baia Mare et on m'a proposé de tirer un ours avec un fusil. C'était un geste d'ouverture au monde occidental en disant, vous voyez, nous les Romains, on fait maintenant les mêmes cadeaux que le génie des Carpates. Bon, alors, tout ça pour dire qu'il n'y avait donc pratiquement pas de braconnage, les peines encourue étaient tellement élevées que les gens n'osaient pas le faire, et pendant donc des années et des années, c'est-à-dire pendant toutes ces années de plomb qui ont existé en Roumanie, la grande faune s'est plutôt bien portée, et même bien développé. Alors tout ça a changé avec la chute du régime, et ça a changé de manière drastique. Et ce que je vais vous dresser comme état des lieux de ce qui se passe en Roumanie n'est pas un état des lieux très rose. Vous comprendrez pourquoi. Alors, si vous voulez, le loup, le lynx et l'ours sont présents dans les trois quarts du pays, essentiellement sur l'arc carpatique. Hein, donc, pas que je me plante, l'arc carpatique, vous le voyez très bien là, on l'a dessiné. Et partout ailleurs, notamment dans cette région qu'on appelle la Dobruja, c'est-à-dire les grandes plaines ici, la grande plaine stépique de la Dobruja qui va jusqu'au delta du Danube, ou alors toutes ces régions-là, vous n'avez que quelques individus erratiques, il n'y a pratiquement pas de lynx, vous n'avez que quelques loups erratiques. Par contre, ce qu'on note de plus en plus, c'est une forte progression des chacals dorés, notamment dans le delta du Danube. Moi qui traîne beaucoup mes bottes dans le delta, je peux vous dire que les populations de chacals dorés sont en explosion. Mais il arrive de voir un ou deux loups, ou trois loups erratiques, ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même assez rare. L'essentiel des populations de grands prédateurs se concentre donc dans l'arc carpatique, avec trois régions majeures, la région de Brasov qui est ici, la région de l'Argita qui est là-bas, et la région de Kosvala qui est ici, dans ce secteur-là.
Ça, ce sont les principales, on va dire, les plus gros foyers de présence de l'ours, du loup et du lynx. On les trouve aussi, ces trois espèces, dans le Maramuresh, plus au nord, ce que je vous ai montré tout à l'heure, à la frontière hongroise, à la région de Tchaiga, vous avez les fameux monastères, c'est un truc très touristique. Et donc là, vous avez des effectifs assez importants. Alors, ce qui se passe, c'est ce que disait tout à l'heure Valérie au niveau d'Italie, c'est un peu pareil au niveau de la Roumanie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment quels sont les effectifs réels présents dans ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de recensement fiable. Il faut savoir que des ONG spécialisées sur la gestion des grands prédateurs en Roumanie, il y en a. Il y a quelques ONG de protection des oiseaux, entre autres, de protection des ours, ce que vous voulez. Mais elles sont vraiment marginales, et elles ont surtout très peu de moyens pour fonctionner. Ça marche vraiment pas du tout. Pourquoi il n'y a pas de moyens? Parce que l'État ne les aide pas, et donc ces gens-là font avec ce qu'ils peuvent. Alors imaginez, pour avoir des données sur les populations d'espèces qui sont quand même encore en forte densité dans ce pays-là, c'est pas évident du tout. Alors, les principales données dont on dispose, si vous voulez, quand on est naturaliste et qu'on va dans ce pays et qu'on cherche à savoir ce qui se passe au niveau des grands prédateurs, eh bien, il y a un endroit, c'est Balachov, la ville de Balachov, qui se trouve dans les Carpates, c'est la capitale des Carpates, c'est le Judet de Balachov, le département, donc Judet c'est le département. Et dans cette ville de Balachov, il y a une université, qui est l'université de Transylvanie, dans laquelle il y a un laboratoire de sylviculture et d'exploitation forestière. Parce qu'il faut savoir qu'en Roumanie, tout est très lié avec la forêt dans les Carpates. Et vous verrez que quand nous on parle d'impact sur l'élevage, quand on parle d'impact des voitures ou de choses comme ça, ou voire de chasse, parce que là-bas c'est surtout la chasse, vous verrez que la principale préoccupation pour tous ces grands prédateurs, c'est d'abord la déforestation. Parce que ce qui se passe en Roumanie, c'est vraiment un carnage là-dessus. Et je vous en parlerai après. Alors, donc, je vous l'ai dit, le fameux laboratoire en question, d'exploitation sylvicole, dresse un état des lieux extrêmement précis, ça me fait toujours rire, parce que je vais vous donner les chiffres d'ailleurs, de la situation de ces trois espèces. Elle le fait aussi pour le chat forestier, mais bon, là on va parler du loup, du lynx et de l'ours. Alors, si vous voulez, moi je me suis procuré les données pour 2012. Alors, voilà ce qu'on lit. Alors, le rapport, l'effectif pour l'ours brun, actuellement en Roumanie, selon ce rapport, serait de 8426 exemplaires, dont 2942 jeunes de moins de 2 ans. Je vous donne les chiffres. Voilà. Toujours selon ce rapport, il est précisé, après ce chiffre, que la population ne devrait pas excéder 3914 sujets. Vous verrez que ça a énormément d'importance. Si on prend le cas du loup, on serait à 5043 exemplaires. Donc vous avez vu par rapport aux chiffres qu'a montré Valérie tout à l'heure sur les Carpates, on est bien au-dessus, 5043 exemplaires. L'effectif optimal selon le rapport et selon donc ces spécialistes serait de 2070 individus. Et si on parle du lynx, l'effectif serait au total de 2383 sujets pour un effectif optimal de 1240 exemplaires. Pourquoi je dis un effectif optimal de 1240 exemplaires? C'est ce qui est chiffré dans le rapport. C'est-à-dire qu'il faudrait, dans l'idéal, que le nombre de lynx dans les Carpates en Roumanie soit de 1240 exemplaires et pas de 2383 exemplaires. Cela signifie quoi? Cela signifie que l'État roumain donne des quotas de chasse. Je vous expliquerai après que l'État roumain a signé la directive Habitat, la convention de Berne, toutes ces espèces-là sont protégées, normalement. Mais il y a ces fameuses dérogations qui permettent d'accorder des quotas de chasse. Là, ce sont des quotas de chasse qui vont essentiellement à la chasse au trophée. Voilà. Alors, je reviens à mon ours. Si je le trouve. Oui, le voilà. Donc, voilà. Le prélèvement jugé nécessaire pour l'ours brun en Roumanie en 2012, 335 exemplaires. Donc, ça veut dire qu'on autorise
le tir de 335 ours en Roumanie. Si vous dites ça dans les Pyrénées, il y en a que ça fait rire, il y en a que ça fait... si vous prenez le loup, hein, je vous dis ce que j'en suis dans les chiffres, c'est terrible. Le loup, alors, donc j'ai dit 5043 exemplaires, chasse d'extraction accordée pour 2012, 488 exemplaires. Donc le droit de chasse qui a été accordé l'année dernière, c'était 488 sujets. Quant au lynx, comme je vous l'ai dit, effectif optimal de 1240, voilà, 103. 103 sujets pour le lynx. Donc 488 pour le loup, 103 pour le lynx, et je l'ai dit, je ne sais plus, 335 pour l'ours. Voilà comment ça se passe en Roumanie. Alors, évidemment, quand vous parlez de ça avec les gens qui s'intéressent à la protection de la nature, il y en a quand même quelques-uns, je vous l'ai dit, ils trouvent ça absolument intolérable. Et la première chose qui apparaît quand on parle avec eux, c'est que, si vous voulez, en Roumanie, c'est la chasse qui fait loi. Le lobby de la chasse en Roumanie, on va dire, est 3 fois plus puissant qu'en France, ce qui n'est pas peu dire. Hein. Et si vous voulez, cette pression, cette demande de chasse, elle est liée à quoi? Tout simplement à la rentrée de pognon, de devises, parce que le prix d'un trophée en Roumanie, c'est très cher. Très souvent, ça s'accompagne, vous savez que dans la région des Carpates, il y a une dynamique de construction d'hôtels de luxe. Ils sont en train d'ailleurs de refaire complètement l'aéroport de Brasov pour pouvoir faire une liaison directe entre Bucarest et Brasov, alors que Bucarest a 140 km, même si la route n'est pas terrible. Mais il se passe qu'il y a un tel développement dans ce secteur qu'il y a beaucoup d'investissements allemands. Et qui dit investissement allemand dit beaucoup d'argent, beaucoup de gens, plein d'argent. Et ces gens-là, la plupart du temps, sont des chasseurs. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans le delta du Danube au niveau de la pêche. Il y a de plus en plus de pêche sur les grands poissons, comme le silure, par exemple. Et là, vous avez des types qui viennent d'Autriche, d'Allemagne. En général, c'est ces pays-là, pas les Français, hein, parce que bon, ça coûterait quand même plus cher. Et eux sont prêts à mettre des sommes pharaoniques pour pouvoir prendre un silure de 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres. Voilà. Donc c'est ce qui se passe, on ouvre le pays à ces capitaux-là. Et pour les grands prédateurs, c'est vraiment une menace grave, puisque le gouvernement fixe ses quotas, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces quotas d'une manière totalement arbitraire. Bon, si vous voulez, quand le laboratoire d'exploitation forestière dit il y a tel nombre d'ours, mais il en faudrait tant pour que ce soit viable, pour que le milieu naturel soit viable avec la présence du super prédateur, le gouvernement lui dit bon ben voilà, on accorde un quota de temps, et on peut taper dedans comme on veut. Et à partir du moment où c'est l'État qui décide, bon, les intéressés se pointent. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Sachant aussi que ce quota de chasse a tendance tous les ans, enfin tous les 2 ans, bien, c'est réactualisé tous les ans, à augmenter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une diminution où on augmente. On met toujours des chiffres totalement surévalués par rapport à la réalité des populations dans les Carpates, de grands prédateurs, mais l'État lui continue à augmenter le quota de chasse. Voilà. Alors, ce qui se passe aussi de plus en plus en Roumanie, et évidemment, ça on n'est plus à l'époque de Ceausescu, tu peux avancer quelques photos. Voilà un ours qui a été pris dans la réserve des Ardèches. Tout à l'heure, moi je vous parlais de sanctuaire pour les ours, je vous en parlerai, je vous dirai 2-3 mots sur ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe de plus en plus, c'est qu'en Roumanie, on voit maintenant un braconnage assez phénoménal qui se développe sur les grands prédateurs. Alors, ça c'est lié à des facteurs aussi de marché, entre guillemets, des marchés parallèles, pour la vente des peaux. Hein, c'est le cas pour le lynx, c'est pour le loup. Pour l'ours, il y a encore des restaurants en Roumanie. Alors, évidemment, si vous voulez, ils se mettent derrière l'autorisation de chasse accordée par le gouvernement pour pouvoir mettre en vente dans certains restaurants roumains, et c'est le cas dans les Carpates, notamment à Brasov, mettre en vente du pâté d'ours ou de la viande d'ours. Vous trouvez ça sur le menu, très facilement. Alors, ça automatiquement, ça génère un braconnage phénoménal. Et là, il n'y a aucun chiffre qui sont donnés. Une politique de surveillance ou une politique on va dire,
comment dire, de surveillance et puis de police sur ce type de braconnage est quasiment nul. Il faut savoir que là-bas, il n'y a pas, comme chez nous, d'office national de la chasse et de la faune sauvage. Il y a un institut qui s'appelle ROM-SILVA, qui est l'équivalent de l'ONF, qui gère un petit peu toutes ces populations-là, et le reste, ce sont les universitaires. Voilà. Donc on piège le loup, on piège le lynx, on piège l'ours, pour revendre les fourrures ou pour vendre la viande. Et vous voyez que tout ça, c'est pas très rose. Alors, il y a aussi maintenant quelque chose qui a tendance à apparaître de plus en plus, c'est aussi lié avec ces histoires de braconnage, c'est que les éleveurs de moutons, jusqu'à présent, n'étaient pas indemnisés par l'État, et ne le sont d'ailleurs toujours pas, mais si vous voulez, pendant très longtemps, ce qui se passait, même à l'époque de Ceausescu, ce qui se passait, c'est que quand il y avait un ours ou un loup qui posait problème chez un éleveur, là-bas, l'élevage, c'est pas du tout comme chez nous, c'est des petits élevages, c'est des petites exploitations avec des tout petits troupeaux, et qui sont très surveillés. Le gars, il est en permanence avec son troupeau, avec ses chiens, il est tout le temps à côté. Quand vous allez dans la Dobruja, quand vous voyez les moutons qui se promènent, le gars, il est toujours là, il est toujours à proximité, et on ne laisse jamais des bêtes comme ça dans la nature, comme on peut voir dans les Alpes, par exemple. Donc, si vous voulez, quand il y avait un problème avec un animal XY, bon, en général, le paysan s'arrangeait pour l'éliminer, en général par piégeage. Il ne le faisait pas avec le fusil, puisqu'il n'avait pas le droit d'en avoir. Mais maintenant, c'est tout à fait le contraire. Quand il y a vraiment un gros problème et que l'éleveur n'a pas envie de s'emmerder, il va chercher un chasseur qui lui tire dedans. Sans aucun contrôle. Voilà. Ça se passe comme ça. Et là, pareil, on n'a aucune donnée, on n'a pas de chiffres, on ne sait pas ce qui se passe. Quand on pose la question, je vous dis, à Brasov, les gens vous disent « Ah oui, mais ça oui, ça arrive, mais bon, on ne sait pas trop. Enfin, c'est toujours extrêmement flou, c'est toujours noyé, et on n'arrive pas à avoir de données exactes. C'est vraiment le problème en Roumanie. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que ce que l'on voit de plus en plus, c'est évidemment avec l'ouverture à l'Europe, vous savez que la Roumanie fait partie maintenant de l'Union européenne, c'est qu'il y a donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce développement des infrastructures, ce développement des activités touristiques, plutôt pour les Roumains que pour les étrangers, parce que vous savez qu'il y a une certaine frilosité, on va dire, des touristes occidentaux à se rendre en Roumanie pour X raisons. Il y a l'histoire, mais alors que c'est un pays magnifique, malgré tout. Donc il y a quand même un développement touristique et infrastructurel qui se crée. Et ça impacte un peu directement l'arc carpatique, et vous voyez de plus en plus ces fameux animaux, ces ours notamment, qui descendent dans les villes pour se nourrir. Parce qu'avec le mitage, il y a de plus en plus de dérogements, donc il y a moins de grandes faune, et les animaux descendent dans les villes pour se nourrir. Alors ça, c'est très classique en Roumanie, tous les ans il y a des morts, parce que, bon, en Roumanie, ils forcent un petit peu sur l'alcool, des fois le samedi soir, et la Tsouika notamment. Et il arrive que les types qui sortent ça je l'ai vu, qui sortent des cafés, bon bah ils sont là, et puis il suffit qu'ils tapent dans une poubelle où il y a un ours qui est en train de manger, et ça se passe très mal après. Alors ce type de problème existe, c'est banal, c'est relaté par la presse, c'est banal, on le voit régulièrement, tous les ans, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 morts liés à une rencontre avec l'ours. Hein. Il n'y a pas ce problème-là avec le lynx et le loup, hein, attention. Voilà. Alors, il y a ce type de choses, et puis, ce qu'on peut dire encore au niveau des menaces qui pèsent sur ces grands prédateurs, bon, je vous ai parlé des quotas de chasse, je vous ai parlé de la chasse, je vous ai parlé du braconnage, et le troisième élément qui est vraiment important, c'est la déforestation. Alors, les Carpates roumaines sont en train d'être littéralement pillées. Le bois part par container entier du port de Constanța via la Chine. Et alors que normalement un propriétaire forestier privé ne doit pas couper plus de 3 hectares par an, il se passe des choses. Les Roumains sont extrêmement malins. C'est 1000%. Ils sont très forts. J'ai vu quelque chose lorsque j'y étais il y a pas longtemps. J'y étais au mois de mai, mais j'étais dans le Delta. Mais une année avant, j'étais à Brasov. Et je suis tombé sur un article de presse, la presse roumaine,
où on a constaté, enfin c'est une ONG qui fait de la photo aérienne, qui a constaté dans les Carpates, dans la région de l'Arvita, que une surface de 650 hectares de forêt avait brutalement disparu, en l'espace d'1 an à peine, en l'espace de 2 ans, pardon, du secteur, quoi. Et alors on s'est quand même inquiété de savoir pourquoi 650 hectares de forêt partaient comme ça. Et tout simplement parce que le propriétaire, les autorités ne se sont pas rendues compte, ou plutôt ont fermé les yeux, n'ont pas voulu s'en rendre compte, parce que le propriétaire forestier avait laissé un rideau d'arbres et une lisière. Donc tout ce qui était à l'intérieur avait disparu, mais il y avait la lisière, comme quoi on ne voyait rien, donc on se disait, il y a toujours une forêt de 650 hectares qui est là. Et tout est parti en illégal vers la Chine. Voilà comment ça se passe. Il y a vraiment une déforestation terrible là-bas, qui est illégale, mais qui est littéralement tolérée par le gouvernement roumain. Vous savez que le gouvernement roumain actuellement est dirigé, enfin le président de la République roumaine s'appelle Traian Băsescu, c'est un néolibéral, un ultra-libéral plutôt. Et ce gars-là, même s'il est... Bon, vous savez qu'en Roumanie, la politique est très compliquée. Et le dernier référendum l'a montré d'ailleurs, le peuple a rejeté Traian Băsescu du pouvoir, mais Traian Băsescu est toujours au pouvoir, puisqu'il n'avait pas... Le référendum a été jugé, il n'y avait pas assez de quotas. Enfin, c'est très 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 compliqué à expliquer. Et en fait, cet homme-là a emmené la Roumanie vers un libéralisme quasi débridé. Le plus bel exemple, indépendamment de ce qui se passe dans la forêt des Carpates, c'est l'exemple de la Dobruja, de cette fameuse plaine stépique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un milieu absolument remarquable en termes d'endémisme, déjà au niveau botanique, mais aussi parce que vous avez tout un tas d'espèces d'oiseaux qui viennent ici hiverner, des oiseaux qui viennent notamment d'Europe centrale. Je donne un exemple, par exemple la bernache à Kourou, qui est une très grosse population qui vient hiverner dans la Dobruja. Bon, la Dobruja, c'est devenu le plus gros parc à éoliennes d'Europe. En l'espace de 2 ou 3 ans, c'est devenu un immense champ d'éoliennes, immense. Je ne les compte même plus. C'est des milliers, il y en a des milliers. Et tout ça avec incitation, comme ce qui se passe exactement en France. Hein. Et à tel point qu'il y a même eu des morts entre des villages, parce qu'il y avait des paysans qui donnaient leurs terres aux sociétés qui voulaient s'installer. Et d'autres à côté ne voulaient pas, parce qu'ils voulaient que ce soit leur terre à eux. Bon, et ils se sont battus, c'était quelque chose de terrible. Le pouvoir de l'argent à cet endroit-là a complètement saccagé la Dobruja, qui est entièrement classée Natura 2000. Donc, il est que la Roumanie étant un pays adhérent à l'Europe, Natura 2000 ça marche là-bas, mais ça n'empêche pas ce genre de bêtises. Bon. Alors, si vous voulez, ce qui se passe là-bas, moi ça me désole, parce que c'est un pays qui est magnifique. Il y a encore énormément de choses à voir, il y a plein de choses. Et ça me désole à tel point que l'initiative dont je vais vous parler, on peut peut-être avancer les... On a avancé quelque chose. Ouais, c'est bien, voilà. L'initiative dont je vais vous parler est significative de l'état de ce pays. Je crois que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années, enfin il y a 2-3 ans, un couple de franco-roumains à Brașov. Lui était consul honoraire de France, il est français donc à Brașov, et elle est roumaine, Cristina Lapis. Et ce sont des gens qui, comme ça, surtout elle, a voulu, à sa manière, vous savez, une sorte de Brigitte Bardot locale, je n'aime pas ce terme-là, mais c'est un peu ça, à sa manière, elle a voulu réagir sur ce qui se passait avec les ours, notamment dans son pays. À savoir que vous avez beaucoup de restaurants en Roumanie où vous avez à l'extérieur du restaurant, dans une cage de quelques mètres carrés, une poignée de mètres carrés, on met une ours pour les touristes. Une ours qu'on nourrit quand on a le temps, qu'on laisse là par tous les temps, qu'on ne sort jamais évidemment, et qui donc vit un véritable cauchemar, un véritable calvaire dans cette cage de 4-5 mètres carrés. Et Cristina avait été émue par une ours qu'elle avait trouvée, qu'elle avait remarquée dans un petit restaurant qui se trouve près du château de Bran. Le château de Bran, vous savez, c'est le fameux château de Dracula. Donc il y a énormément de touristes qui viennent là, il y a beaucoup de restaurants, et il y avait un type qui avait, dans son resto, qui avait à l'extérieur, qui avait donc cet ours. Et cet ours-là est morte dans les bras de cette femme.
Si bien qu'elle a décidé de... Bon, ça n'a pas été facile, hein, loin de là. Elle a décidé de faire quelque chose. Et dans un village qui s'appelle, enfin une petite ville plutôt, qui s'appelle Zarnecht, c'est écrit Z-A-N-E-R-S-T-I, hein, Zarnecht, c'est à peu près 40 km de Blasov. Elle s'est rendue à la municipalité de cette ville, et là elle a eu un écho favorable du maire qui lui a dit bah, si vous voulez, moi je vous donne en location, enfin, un bail amphithéotique, sur 48 ou 49 ans, je ne sais plus, je vous donne 80 hectares dans les Carpates, de forêt, de zones forestières, pour mettre vos ours. Parce que son idée, c'était de récupérer ces ours-là, détention totalement illégale, mais tolérée, de récupérer ces ours-là, et puis de les mettre dans un univers, dans un environnement quand même un peu plus convenable que de là où ils étaient, de manière à ce qu'ils puissent finir leur vie de manière, on va dire, correcte, quoi. Et ce qui se passe, c'est que évidemment, ces ours ont tous été stérilisés, ceux qu'elle a pu récupérer, tous stérilisés, et puis ils ne sont absolument pas relâchables, hein. Ils sont perdus pour la nature, puisqu'ils ont été tellement imprégnés par l'homme que voilà, que c'est plus possible d'être lâché. Et elle a donc aménagé cet enclos, enfin ce sanctuaire qui s'appelle Liberty, ce sanctuaire de 80 hectares, dans lequel actuellement il y a 67 ours. Tous ces ours proviennent, hein, comme elle, mal, tous ces ours proviennent donc de ce type d'établissement, de restaurant, là, donc de particulier, ou alors aussi de zoos ou mouroirs, parce qu'il y en avait énormément en Roumanie, voire de cirque. L'animal était présenté, parce que ça existe toujours, dans des conditions... ce qui se passe, c'est que pour monter cette affaire-là, parce que c'est pas évident, hein, ça coûte extrêmement cher, c'est un budget de fonctionnement de 250 000 € par an, parce que ça mange un ours, hein, faut donc les nourrir, etc. Elle a réussi, enfin elle a pu avoir l'appui, le soutien financier de la Société mondiale de protection des animaux, de WSPA, et grâce à ça, ben, elle a pu monter son truc, donc elle a commencé à être connue. C'est quelque chose qui ne se visite pas, c'est pas ouvert au public, mais par contre, à Blasov, il y a une sorte de bureau dans lequel on peut contacter ces gens, et puis ils vous ouvrent le truc et ils vous expliquent comment ça se passe. Donc c'est plus ou moins ouvert à des groupes, si vous voulez. Mais c'est pas un truc avec guichet d'entrée payant pour aller voir des ours. C'est pas ça du tout. C'était pas le but initial que le couple Lapis voulait faire. Donc c'est une réalisation que moi j'ai trouvée absolument remarquable, sachant qu'évidemment ces animaux sont perdus pour la nature, mais ça montre aussi, parce que le retour médiatique qu'elle a pu avoir sur cette opération-là est excellent, et en Roumanie ça a commencé à sensibiliser les gens. Parce que pourquoi? Parce qu'auparavant les gens n'ont jamais été sensibilisés par la situation des grands prédateurs. Là. Pour eux ils font partie du paysage, grosso modo. Donc qu'ils disparaissent ou qu'ils disparaissent pas, à la base, tant que c'est pas arrivé à un seuil critique, comme ça se passe par exemple chez nous, dans les Mauges, on va le voir cet après-midi avec le lynx, pour eux, c'est totalement banal. Ils ne peuvent même pas s'imaginer que ça existe. Et puis à la rigueur, un ours qui est dans une cage, dans un restaurant, c'est sympa, c'est marrant, on va lui donner un peu à manger, c'est une distraction comme une autre. Oui. Et bien, grâce à ça, il y a une prise de conscience qui me semble quand même assez positive dans ce pays, grâce à cette initiative qui est, je crois, le plus gros sanctuaire à ours de ce type-là en Europe. Voilà, le mérite est soutenu. Bon, Liberty, c'est très facile, vous tapez ça sur Internet, vous avez tout le déroulé, ça vous explique leur travail, leur action. Hein, ils fonctionnent aussi à des dons, vous savez, adopter un ours à distance, etc., pour leur permettre de boucler leur budget, ce qui n'est pas évident. Et voilà, je voulais rendre hommage à ces gens-là. À la fin de mon exposé, je le fais toujours, pour dire que bon, la Roumanie, c'est toujours été pour nous, de l'autre côté du rideau de fer à l'époque, un pays idyllique. C'est un pays qui, hélas, a tendance à négliger son patrimoine naturel de plus en plus. Je le vois bien moi personnellement dans le delta, et pourtant dans le delta ça se passe pas trop mal au niveau des oiseaux, ce qui est quand même assez paradoxal. C'est que les colonies d'oiseaux marins, enfin d'oiseaux en général dans le delta du Nil se portent bien, alors que la pression touristique et le mitage du delta se poursuit à la vitesse grand V, malgré... j'ai travaillé pendant 5 ans avec un gouverneur qui s'appelait Virgile Munteanu, qui était le gouverneur de la réserve biosphère du delta du Nil, qui lui avait fait un travail vraiment de fond remarquable, mais quand Băsescu est arrivé au pouvoir, il a été remercié, et depuis, eh bien, c'est un petit peu la porte ouverte à tout et n'importe quoi, mais malgré ça, les populations d'oiseaux dans le delta se portent bien,
je crains que les populations de grands prédateurs en Roumanie, dans les Carpates, aient un avenir assez sombre. Voilà, je vous remercie.